Très bien, merci. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette Tech Press sur le développement réactif. Alors vous êtes sans doute posé la question, vous êtes confronté peut-être à ce choix, la fameuse pilule bleue versus la pilule rouge. Est-ce que je fais du réactif ou de l'impératif? Alors j'ai mis le réactif sur la pilule rouge. Alors pour savoir comment faire le choix, il faut d'abord qu'on connaisse bien les deux. Et donc, je vous ai bien eu parce qu'on va d'abord parler d'impératif avant de parler de réactif. Alors, on va prendre un exemple assez simple que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà fait. C'est une bonne vieille application qui répond à, bon, j'ai mis un smartphone mais ça peut être ce que vous voulez, qui fait une invocation de service sur notre application et notre application va aller requêter une base de données. Donc si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble du point de vue de code, on va souvent avoir un découpage de ce type-là avec la couche service, la couche métier, la couche data. Et donc vous allez avoir quelque chose qui va ressembler un peu à quelque chose comme ça, avec un service, info-service, qui va aller taper un BLO, qui va lui-même peut-être aller taper un autre BLO, qui va ensuite aller requêter la couche de données. Alors après vous l'appelez DAO ou repository, c'est comme vous voulez. Et puis ensuite on adresse la base de données directement. Donc on a quelque chose qui ressemble, en termes de découpage de code, quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Pour que tout ça fonctionne avec un certain nombre de pools de threads. Et donc voyons ce que c'est qu'un pool de threads. Un pool de threads, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc on va avoir une file d'attente et on va avoir des personnes, des guichets, qu'on va appeler des threads, qui sont là pour répondre à vos questions. Alors il se trouve qu'il y a également un videur à cet endroit-là qui va laisser passer les gens de la file d'attente ou pas, puis il y a sans doute aussi un videur au bout de la file d'attente pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui s'entassent dedans. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va venir avoir besoin d'une info et qui va venir toquer à la porte de notre pool de threads. Et donc on a deux threads disponibles, donc en fait il va être affecté, on va dire aléatoirement, même si ce n'est pas aléatoire, il va être affecté à un thread disponible. Puis ensuite, comme ça, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont arriver, qui vont d'abord passer par la file d'attente, et tant qu'il y a un thread disponible, on affecte au thread, sinon on attend dans la file d'attente. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on a des choses qui ressemblent plus à ça. En fait, en vrai, on a un certain nombre de pools de threads qui s'entassent les uns derrière les autres, et en fait, le rouge, là, il n'attend pas d'avoir une place ici, il attend que ici ça se libère, parce qu'en fait, le thread numéro 1, il est en train de demander une info au gars derrière. Donc si je reprends notre côté code de tout à l'heure, on a quelque chose qui, grosso modo, va ressembler à ça. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est à peu près l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, là j'ai mis arbitrairement 3 threads qui sont disponibles pour répondre aux invocations de service. Et là, on va dire que le thread qui répond à l'invocation de service est le thread qui va aller exécuter le code métier derrière. Et on va avoir un thread un pool de threads qui va aller gérer la data source. Donc là, pareil, j'ai considéré qu'il allait y avoir 2 threads pour ça. Puis derrière, on a la base de données qui est cachée derrière le truc pour dessiner sur le tableau. Donc prenons un exemple. On a encore une fois notre monsieur jaune là, qui se pointe et puis qui demande à avoir une information. Donc on a notre pool de threads de tout à l'heure. Donc nos fameux 3 threads qui sont disponibles. Ils vont aller demander une information auprès de la data source, auprès du pool de threads data source au sein de notre application. Et on va avoir derrière notre base de données. Donc ça, c'est pas notre application, mais quand même, on va dire, ça va fonctionner aussi avec des threads qui vont aller répondre aux questions, aux sollicitations qui sont faites. Donc là, on a une base de données qui est très médiocre, elle est monothreadée. Donc c'est un peu dommage pour une base de données, mais pour l'exemple, on va considérer une base de données monothreadée. Et donc en fait, prenons une vue un petit peu plus, on va complexifier un petit peu la vue et on va ajouter une dimension, la dimension de temps. Donc là, on a nos 2 pools de threads et notre base de données.
On a donc nos 3 threads qui sont disponibles ici. Et donc là, actuellement, ils sont en train d'attendre. Ils font rien. Donc on a l'invocation qui arrive. Et donc là, on a affecté arbitrairement le thread numéro 1. Et donc le thread numéro 1 se met à bosser. Voilà, il fait des trucs métiers, des ifs, des machins. Il fait son boulot et il a besoin d'une info dans la base de données. Donc la base de données, pour adresser la base de données, on va passer par le pool de data source. Donc on adresse, il fait une invocation auprès du pool de data source. Donc le pool de data source, ça tombe bien, on a 2 personnes qui sont disponibles, donc il a immédiatement son info et donc immédiatement le thread de data source se met à bosser et va aller à son tour requêter la base de données. La base de données, elle bosse et en fait pendant ce temps-là, le thread D1, lui, il attend. Donc il a dit, tiens, je select machin truc from truc, et puis ce serait bien que j'ai les infos. Et donc lui, il est en train de le faire, il cherche dans ses fichiers, et puis ensuite il nous envoie l'info. Une fois qu'on a l'info, très bien, on bosse, je sais pas, on sérialise, on non-marshal, on fait ce que vous voulez. À son tour, le thread qui répondait à l'invocation de service, il était lui aussi en train d'attendre. Et donc, à son tour, il reçoit son info, ce qui lui permet de, à nouveau, travailler, refaire des ifs, des choses, etc. Et donc là, admettons, pour l'exemple, rebelote, on refait une deuxième requête. Ensuite, le thread numéro 1, il termine, donc encore une fois, un certain nombre de ifs, et puis il a la réponse, et puis il l'envoie au client. On va complexifier un petit peu, on va avoir quelqu'un d'autre qui va venir, qui veut également avoir une info. Alors admettons que ce soit la même ou pas, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance. Et donc ce qui va se passer, c'est que on va avoir ici notre monsieur bleu là, qui va se pointer, il y a une place de disponible, il va se pointer ici, il y a une place de disponible, il va se pointer là, et là, ah non, zut, il n'y a pas de place de disponible, donc je suis obligé d'attendre. Donc si on reprend notre vue temporelle, on va avoir, donc j'ai effacé les différentes flèches de la première invocation, mais je garde les états des threads qui avaient été occupés lors de la précédente invocation. Donc là, on a une deuxième invocation qui arrive, on a un thread numéro 2 qui est disponible, il va aller invoquer dans la data source a un thread de disponible, et donc là, ce qui se passe, alors c'est pas un état qui existe réellement, mais pour représenter, j'ai ajouté ici un état qui est, en fait, je suis en train d'attendre la ressource. Au final, c'est du wait aussi, c'est la même chose, mais pour représenter, je fais ça comme ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le thread numéro 2, est obligé, donc le thread D2, est obligé d'attendre que le thread D1 lui libère la place d'une certaine façon, même si ce n'est pas lui qui prend la place. Comme c'est lui qui a fait l'invocation là, il faut attendre que cette requête-là soit terminée pour qu'on puisse avoir la place et puis pouvoir à notre tour requêter dedans. Et donc en fait, notre thread D2, il va être plus long que le thread D1. Alors que, en théorie, ça pourrait être le même code, et donc pourquoi le thread D2, il n'est pas moins puissant, moins performant, c'est juste qu'il a dû attendre, parce qu'il se passait des choses derrière, et il y avait un blocage derrière. Et donc de la même façon, on avait notre thread S2 qui était en train d'attendre. Le temps qu'on a perdu ici, on le perd également mécaniquement par transitivité dans l'appelant. Et puis pareil pour la deuxième invocation, puisque c'est le même appel de service. Pareil, on a perdu un petit temps ici. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que malgré le fait qu'on ait été invoqué un chouille juste après la première invocation, en fait, on répond vachement plus longtemps, plus tard, à la deuxième invocation de service. Alors si on prend maintenant une vue, donc j'efface toutes les flèches, et admettons que notre application, elle tourne sur une machine monocœur, monothreadée. Donc je représente au-dessus, là, j'ajoute un cœur. Et on va ajouter également des couleurs sur les différents threads. Alors là, je me suis bien amusé parce que j'ai dessiné toutes les couleurs vraiment pile poil, etc. Et donc en fait, on voit que il y a des moments où c'est un peu la foire d'empoigne sur la ressource. Donc en fait, ici, on va avoir du throttling. C'est-à-dire que nos deux threads, alors là, en l'occurrence ici, là, on a S1 et S2 qui vont vouloir bosser, donc faire des
des exécutions dans le processeur. Et le processeur, là, actuellement, on n'en a qu'un. Mais on a 2 threads qui bossent en parallèle. Donc en fait, les 2 vont se marcher dessus. Alors si ce sont des petites invocations ou des petits machins, où je fais un petit peu d'IO, donc en fait la place va se libérer, etc. Donc en fait, en vrai, ici j'ai considéré que c'était la même durée, alors qu'en fait, le fait de faire 2 invocations en parallèle va rallonger le temps des 2, puisqu'il n'y a qu'une seule ressource ici de disponible. Et donc là, on voit que au fur et à mesure des différentes invocations, donc nous, notre machine, elle est de là à là. Hein. La base de données, c'est une autre machine, donc je ne l'ai pas pris en compte ici. On voit que notre machine, elle est sollicitée, et en fait, il y a un jeu pour essayer de faire rentrer 2 dans 1, quoi, grosso modo. Si on prend un point de vue mémoire, donc j'ai mis arbitrairement des valeurs, donc en fait nos différents pools de threads là, qu'ils fassent des choses ou pas, ils vont consommer de la mémoire. Donc ils sont là, ils sont démarrés, les threads sont présents, ils vont consommer de la mémoire. Bon, j'ai mis arbitrairement 5 mégas sur pool de service, puis 2 mégas sur la data source, en théorie data source un petit peu plus léger. Et donc au final, notre serveur qui ne fait rien consomme là 19 mégas. Alors si on ajoute la dimension temporelle, donc on a toujours nos deux threads ici. Alors j'ai juste pris deux unités. Donc on a encore une fois, tag, on invoque en dessous, il attend, et puis il bosse, etc. On enlève les flèches, on va rajouter des petits graphiques, et on va rajouter la consommation mémoire. Donc pendant qu'il fait rien, il consomme pas rien, il consomme quand même un petit quelque chose, mais c'est constant, ça évolue pas. Là on a une invocation, donc pour exécuter l'invocation, il va consommer un peu plus de mémoire. Il va créer des objets, il va avoir besoin de place pour faire des traitements, etc. Ensuite on a notre invocation ici, et donc en dessous, ce qui se passe, c'est que pareil, lui il ne fait rien, et puis tout à coup, on lui demande un traitement, puis je sais pas, admettons que ce soit une grosse liste à créer. Donc en fait, ça va monter, jusqu'à arriver à l'objectif. File-moi mes 1000 machins que j'ai demandé. Donc je commence à 1, 2, 3, 1000. Ah, j'ai 1000, très bien. Donc les 1000 là, de mémoire, paf, on les renvoie dans le thread du dessus qui se prend 1000 dans les dents. Donc ça fait beaucoup d'escaliers comme ça, et on a des pics de consommation mémoire en fonction des différentes invocations qui se passent. Et donc en fait le max, il faut que ce soit le max du thread numéro 1, il faut que ce soit le max. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais vraiment très schématiquement, ça correspond à, il faut qu'on puisse avoir la place de stocker tout ce que le thread du bas va nous envoyer. Donc alors je dépeins un petit peu le tableau. Le développement impératif, c'est principalement basé sur des pools de threads et des buffers, ou des files d'attente. Et c'est une utilisation, on va dire, assez peu efficace des ressources parce que, en fait, on passe beaucoup de temps à attendre. Donc il y a beaucoup de threads qui passent leur temps à attendre. Et on a un contexte mémoire à maintenir sur toute la pile d'invocations en permanence. Donc en fait, ici, là, donc, on a ce bout de mémoire là qui consomme alors qu'il est en train d'attendre, il est en train de rien en faire, quoi. Donc ça, là, c'est un petit bout de quelque chose qui prend de la place. Alors une peut-être solution, c'est le développement réactif. Alors c'est merveilleux, peut-être. Donc on va voir ça. Donc il y a plusieurs notions qui sont importantes à maîtriser dans le développement réactif. Une des premières notions, c'est la notion d'événement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement, ça peut être la réception d'un message, un mail ou un message dans une file ou je sais pas ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui clique, ça peut être quelqu'un qui scrolle, ça peut être un événement métier. Donc je sais pas, il y a un colis qui passe sur une chaîne dans un système dans un hangar de tri à la poste par exemple. Ça peut être un heartbeat. Ça peut être des trains qui nous disent où est-ce qu'ils sont, par exemple, ou qu'il y a les portes qui sont ouvertes. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc pour les représenter, pour qu'on puisse comprendre
comment ces événements surviennent et pouvoir leur appliquer des fonctions, on va utiliser de plus en plus ce qu'on appelle des marble graph. Donc c'est des choses qui vont ressembler à ça et donc on va en discuter un petit peu. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un marble graph? Alors, c'est une flèche qui représente le temps. On va avoir un événement qui est représenté donc là par une boule verte, par un rond vert, et des signaux. On va avoir ici deux signaux, un signal de fin en succès, un signal de fin en erreur. Donc si on prend un exemple, vous avez votre distributeur automatique et puis vous aimeriez bien avoir une boisson dedans. En fait, vous allez avoir un événement qui va être « je produis la boisson » et puis signal de fin, j'ai terminé et la boisson est disponible. Alors, ça peut ne pas marcher. Donc en fait, il nous a donné notre boisson, mais il y a une erreur, on n'a pas réussi, la porte est bloquée. Donc c'est quelque chose qui peut survenir. Alors il y a un certain nombre de cas différents, donc ça va être un peu fastidieux, mais c'est quand même intéressant qu'on en parle. Alors, premier cas, ça va être, bon je vais spoiler, ça va être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est un cas qui peut survenir. C'est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, on se dit, il va se produire un non-événement, en fait, et un jour, on va avoir un signal de fin. Donc en fait, le signal de fin est une transmission d'information. C'est-à-dire que ça s'est terminé en succès. Donc c'est quelque chose qui est valide. C'est-à-dire, on peut dire, je produis un système qui ne produit aucun événement, mais qui un jour va se terminer de façon en succès. De la même façon, on peut avoir un cas où un système ne produit rien, aucun événement, mais il va se terminer en erreur. Quelque chose qui est valide aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas valide. Parce qu'en fait, on a dit ça s'est terminé en succès et ensuite il y a un événement. Ça n'a pas de sens. Si c'est terminé, il n'y a plus d'événement. Alors c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on a cette flèche là qui nous dit, j'ai l'impression que ça continue, mais en fait non, là, c'est terminé là, même s'il y a une flèche qui a l'air de dire que ça se poursuit. Alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire, puisque encore une fois c'est terminé, donc il ne peut pas y avoir une erreur, il ne peut pas y avoir une fin en erreur alors que ça s'est terminé convenablement avant. Ça c'est quelque chose qui est possible, quelque chose qui ne se termine jamais. Et ça, alors, je ne sais pas. Je pense que oui, je pense que c'est possible. En fait, je pense qu'il peut y avoir une erreur et que ça se termine en succès derrière. Même si celui-là, je ne suis pas tout à fait sûr, j'ai pas fait l'essai. Alors, ce qu'on va plutôt voir, c'est des choses un peu comme ça. Donc, en fait, une flèche avec plusieurs événements et puis donc notre signal de fin. Et donc, en fait, on va aller jouer sur la représentation pour essayer de nous expliquer ce qui va se produire. Donc exemple, quelque chose comme ça, en fait, on a un même événement qui, tac, 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 c'est séparé avec la même distance. En fait, ça pourrait ressembler à un heartbeat. C'est-à-dire qu'on a un battement de cœur systématique tous les X secondes. Donc un battement de cœur, un vrai battement de cœur ou un battement de cœur de votre serveur, c'est quelque chose qui peut être représenté sous cette forme-là. On peut avoir une représentation avec des couleurs. Donc là, ça pourrait être par exemple du message. C'est-à-dire qu'en fait, on a un message qui est envoyé également à intervalles réguliers, mais avec un contenu différent. Je sais pas, on envoie 2, on envoie 3, on envoie 2, etc. Donc là, en l'occurrence, ce que je dis est faux, on envoie 2, on envoie 3, on envoie 4, on envoie 5, puisque là, si c'était 2, il aurait fallu que ce soit vert. On peut avoir des choses comme ça, où en fait, là, on va avoir des types d'événements différents, mais dans le même flux. Donc là, un exemple, ça peut être des informations sur des trains. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur des trains de type TER, des informations sur des trains de type TGV, et peut-être que le format TER est différent du format TGV, et donc on peut avoir des types différents. On peut avoir également, on peut jouer sur la séparation, la façon dont ils sont positionnés dans le flux, pour dire qu'on va en avoir 2 l'un derrière l'autre, ensuite un petit temps, puis ensuite 3 derrière l'autre. Donc là, un exemple, c'est un double clic ou quelqu'un qui a scrollé 3 fois un coup de molette, par exemple, ou un triple clic. Donc en
Donc voilà différentes façons de représenter du Marble Graph. Donc si on parle un tout petit peu implémentation, donc moi j'ai pas mal regardé Spring Reactor, et en Spring Reactor on nous propose deux façons de typer ces Marble Graph, soit du mono, soit du flux. Donc un mono de rond vert ou un flux de rond vert par exemple. Donc un mono c'est quelque chose comme ça. Donc il va se produire 0 ou une fois un événement, et puis en théorie un signal de fin en succès. Donc là ça ressemble à une notion de promise en fait qu'on pourrait avoir en JavaScript. Un flux, qu'est-ce que c'est? C'est un flux continu d'événements qui se produisent potentiellement finis, potentiellement infinis. Donc ça c'est quelque chose qui est valide aussi pour une notion de flux. Donc on peut dire qu'un mono, c'est un flux de 0 à 1. Et en flux, ça se rapproche de la notion d'observable qu'on peut voir dans d'autres frameworks ou d'autres librairies. Donc c'est quelque chose de potentiellement infini. Alors maintenant qu'on a fait un exemple sur un seul trait, en fait, on va pouvoir leur appliquer des fonctions. Donc on va avoir quelque chose qui va par exemple ressembler à ça. Donc la fonction map, donc on a notre flux d'entrée en haut, notre flux de sortie en bas. Notre fonction map, ce qu'elle fait, elle, son boulot, c'est de remplacer les ronds en carrés. C'est simple. On prend un rond, on sort un carré. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un événement de type rond vert, ben on va sortir un carré vert, rond jaune, rond bleu, carré bleu. Et succès, ça donne un succès aussi. C'est important. C'est-à-dire que le signal de succès est transformé ou passé au flux d'après. Donc en fait, on a un premier flux ici d'entrée qui donne lieu à un deuxième flux de sortie, avec une transformation au milieu. Donc on peut avoir des choses un petit peu plus compliquées, comme par exemple la fonction collect. En fait, ce qui se passe, c'est que donc le collecteur s'abonne au flux initial. Chaque événement qui arrive, il se le met de côté. Et puis quand on a le signal de succès de fin, ce qui se passe, c'est qu'il produit un lot, donc un événement, qui contient le lot de chaque unité qui a été concaténée dans une liste, par exemple. Donc là, on a 3 unités, et à la fin, donc 3 événements. À la fin, on a un seul événement qui contient nos 3 objets. Puis après, on peut avoir des trucs qui foutent les boules, des machins comme ça, là. Donc là, prévoyez-vous un quart d'heure pour comprendre le truc. Donc il y en a plein des comme ça, et au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de fonctions qui deviennent de plus en plus compliquées. Bon, ça, on comprend bien, ça, on comprend bien, et puis c'est vraiment la base. Si on n'a pas ça, il nous le faut, quoi. Ça, c'est des choses un petit peu plus poilues qui permettent de faire plein de choses plus compliquées, et qui vont nous permettre d'affiner plus précisément le fonctionnement de notre système. Donc il y en a plein de différentes. Celle-là, en toute honnêteté, je ne l'ai pas utilisée et je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais elle est sans doute très bien, et elle sert sans doute dans certains cas. Donc si on reprend notre exemple, donc on avait notre invocation de service, la base de données, tout ça. On avait notre code qui ressemblait à ça. Donc ça, code, j'ai envie de dire, à la sauce impérative. Si on prend l'équivalent en réactif. En réactif, rien ne nous empêche de garder nos 3 couches. Et donc ce qu'on va faire, c'est que généralement on a toujours un service quelque chose là, qui est là pour accueillir et qui fait passe-plat, grosso modo. Et donc on va aller envoyer le passe-plat à une fonction métier. On peut associer ça à une lambda en fait, c'est-à-dire qu'on a une lambda qui est invoquée lorsqu'il y a un événement qui arrive ici. Donc là, je sais pas quoi, je considère que c'est un clic. Bon, c'est sur un smartphone, c'est un clic, admettons. Le gars il clique avec son doigt, et puis ça produit un événement. Donc on transforme l'événement clic en événement recherche. Donc je fais une petite loupe. Cet événement loop, on va la donner à manger à notre couche data.
Et notre événement loop, on aimerait bien avoir un résultat brut de données, donc résultat de notre recherche. Et ce résultat brut, on va le peaufiner. Donc, je mets un petit marqueur pour dire, voilà, on ajuste le résultat et c'est ça qu'on va renvoyer au service. Donc si on regarde un petit peu dans le temps, alors encore une fois, on repasse en impératif, il faut toujours comparer, j'aime bien comparer les deux. Donc on a notre click, on fait une invocation get, l'info service se met à bosser, on fait une invocation sur BLO, BLO il bosse, pendant ce temps-là il attend, on a la réponse, il est en train d'attendre. Voilà, donc on commence à connaître. En réactif, on a quelque chose qui ressemble à peu près pareil, sauf qu'on a un concept qui est complètement différent, c'est qu'en fait on a une notion d'inscription. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque service naît, il va aller s'inscrire auprès de BLO. Lorsque le navigateur là, il arrive, il va aller s'inscrire auprès de service. Et lorsque donc il y a une espèce de canal connecté là, une chaîne connectée entre nos trois bouts là, et lorsque on a un clic, il y a un événement de clic qui est envoyé dans le tuyau dans lequel on s'est abonné. Et donc on rentre dans notre lambda là, et cette lambda là, elle a besoin d'informations dans le suivant, donc à son tour elle va produire un événement, et puis on va avoir notre résultat qui va à son tour déclencher ce truc là, et on va avoir du coup notre réponse qui va ressembler à ça. Alors c'est pas très académique cette représentation là, j'ai essayé de faire un mélange de marble graph et puis de compréhension. En fait, en vrai, il n'y a pas deux bouts, et lui ne s'est pas inscrit au résultat de lui. C'est-à-dire qu'il y a une notion de contexte quand même dans tout ça. On va le voir un petit peu après. Il y a dans le code, ce code-là est écrit après ce code-là. Et donc du coup, mais quand est-ce qu'on a vu tout à l'heure là, nos roues où il y a les mecs qui sont en train de bosser, qui font des ifs, etc. Là, dans ce truc-là, quand est-ce qu'ils bossent en fait? Alors en fait, ils bossent très simplement au moment où il y a un événement. Donc c'est assez difficile à dire, mais grosso modo, on peut se dire que lui là, il va bosser entre ces deux invocations-là, et lui là, alors là c'est plus flou. Lui là, il va pas bosser entre là et là. Il va pas attendre non plus. On va voir ça après. Alors parlons un petit peu code. Donc en impératif, ce qui se passe, c'est que on a une invocation de fonction. Donc, alors elle est un peu bébête ma fonction, mais c'est pour l'exemple. Donc on a une fonction qui prend un paramètre. Si le paramètre est égal à 22, on invoque un service, sinon on envoie une valeur par défaut. Et donc on va avoir, suite à cette invocation, on va avoir un résultat. Function 22, et puis j'aurai mon résultat derrière. En réactif, ce qu'on va avoir, c'est un événement. Donc notre événement, ce qui va se passer, c'est que ça va rentrer dans un machin qui ressemble à ça. Alors, bon, c'est du Java, enfin du pseudo-Java, c'est pas du vrai Java, mais ça ressemble un peu. Et ça ressemble un peu à ceux qui ont pu jouer avec l'API Stream qu'on peut utiliser à partir de Java 8. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a notre événement là, et donc notre événement, il prend en paramètre un autre paramètre. Donc en fait, notre événement là, il est typé, il a une couleur. Ensuite, on va choisir de filtrer. Donc soit le filtre est valide et on passe au suivant, sinon on envoie notre valeur par défaut. On a des choses comme ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas le vrai code, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas très lisible. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a une indentation. Si je fais ça, sinon je fais ça. Et donc ça, je ne le fais que si ça, c'est vrai, quoi. Là, j'ai mis que un map, mais en fait, pour avoir plein de codes métiers, et le or else, on ne sait pas or else de quoi, en fait. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque bout, là, en fait, vous avez votre fonction là, qui vous retourne un type différent, avec un typé différemment, en fait. Et donc, c'est difficile à lire, quelque chose comme ça. Bon, après, on arrive à comprendre, quand on est un petit peu habitué à l'API Stream. J'ai mon événement, je le passe dans le stream, je filtre, si c'est 22, j'envoie
mon objet directement dans la fonction invocation de service. Et puis, si jamais ça ne matche pas, à ce moment-là, je renvoie une valeur par défaut. Et donc là, on va avoir, pas en réponse, on ne va pas avoir un résultat, mais une promesse de résultat. Donc en fait, il va bien y avoir une invocation de ce truc-là, mais il faut un peu voir ça comme une espèce de tuyau, et dans le tuyau modifie le résultat, et on sait que quand on met un truc dedans, on va avoir ça en sortie. Là aussi, hein, mais là il y a une invocation explicite, quand là c'est plus flou. Alors si on parle un petit peu empreinte mémoire, donc rappelez-vous, en impératif, on avait quelque chose comme ça avec chargement, hop, boum, on passe les 1000 au copain, et puis pendant ce temps-là, le copain il attendait que les 1000 se construisent, et puis quand enfin il a les 1000, alors là il a pas mal de boulot à se faire. En réactif, on a plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait là, il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire qu'en fait on a tout de suite du boulot. Et ce qui se passe, c'est que lui, il a bossé petit à petit, et donc dès qu'il a un petit bout, il passe au copain, et le copain, il a quelque chose à se mettre sous la dent, et puis il bosse comme ça, petit à petit. Donc, empreinte mémoire plus faible, moins de RAM nécessaire, et pas d'attente. En tout cas, pas d'invocation, pas d'attente au type, enfin équivalent au thread qu'on a vu précédemment. Deuxième notion hyper importante, et c'est cette notion-là qui est la plus intéressante quand on fait du développement réactif, et c'est celle qui est la plus compliquée à comprendre. Alors j'essaie de faire des schémas pour essayer que ce soit le plus clair possible. Et puis peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai dessiné ça comme ça, c'est pas un truc... Donc en impératif, on part toujours les deux. Impératif, qu'est-ce qui se passe? Invocation, je veux mes 1000 trucs. Il bosse, l'autre attend, lui il charge jusqu'à 1000, et quand il a les 1000, paf, on envoie les 1000, et le thread initial se met à bosser. Donc, en réactif, on a un subscribe, et quand il y a des événements qui arrivent, il nous envoie les 100. Alors j'ai mis une plume, mais bon, voilà, c'est pas une enclume, c'est plus léger. On a des petits bouts qui arrivent petit à petit, ce qui fait que, alors il y a quand même une attente par rapport à... Alors j'ai oublié la flèche d'événement là, on a la subscribe mais on n'a pas l'event qui est envoyé. Il y a quand même une attente, mais c'est l'attente juste pour produire les 100 en question. Alors la notion de back pressure, parce que ça, il n'y a pas de notion de back pressure là-dedans, c'est du streaming, ça. Pour parler de back pressure, je vais rajouter d'autres trucs sur le schéma. Donc, je vais rajouter une espèce de notion de santé sur le client. Pour l'instant, ça va. On est bien, il ne fait rien, donc on est bien. On va ajouter une notion de capacité. Donc là, je vais dire arbitrairement qu'il a une capacité de 30. Alors vous voyez ça comme vous voulez, je sais pas, je peux traiter 30 trucs à la minute, j'ai une vitesse de traitement de 30, voilà. On a une capacité de 30. De l'autre côté, je vais rajouter, dans vos souvenirs d'enfance, le 1000 bornes, je vais rajouter une notion de vitesse. Donc là, actuellement, le serveur, il dépote, il fait rien, donc il est à pleine vitesse. C'est pas le plus haut, mais je sais pas trop l'icône de l'hirondelle qui fait 200. Et donc là, actuellement, il est vitesse lapin, vitesse 100. Donc on a notre subscribe, j'ai encore oublié la flèche de lancement d'événement. Donc on va dire que c'est dans le subscribe et envoyer un événement, et il se met à bosser. Et donc là, comme lui il a une vitesse de 100, il lui envoie 100. Sauf que le client, lui, il peut traiter que 30. Donc j'arrive pas à encaisser, quoi. Tu m'en envoies 100, moi je peux faire que 30 en même temps. Si je veux pouvoir tenir la cadence, je vais devoir bufferiser. Et nous, on ne veut pas bufferiser. Ce qu'on veut, c'est que ce soit en flux tendu. Donc en fait, ce qui va se passer, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il va le dire au serveur. Il va lui dire, j'arrive pas à tenir. Tu m'en envoies trop, quoi. Faut y aller, vas-y plus doucement. Donc là, le serveur, ça l'arrange. On va y aller tranquillou. Bon, j'ai mis 10. Alors, il y a un algorithme très compliqué
sans doute, qui doit permettre de savoir combien ils disent là, enfin voilà. Donc là, admettons qu'on se mette en vitesse escargot à 10. Donc là, il va envoyer à vitesse 10. Donc le serveur, là, ce qui se passe, c'est que sa charge, là, elle a vachement baissé aussi, parce que pour produire les 100, il faut quand même dépenser beaucoup plus d'énergie que pour produire 10. Donc on a réduit la charge du serveur à cet endroit-là. Charge qui ne servait à rien, parce que de toute façon, s'il allait vite, là, le résultat n'aurait pas été produit plus vite, puisqu'il aurait dû bufferiser pour pouvoir produire le résultat. Donc il envoie ses 10, et donc là, du coup, le client, il vient cool, parce qu'on a toujours une capacité de 30, donc ça se passe bien. Donc il continue à envoyer 10, puis au bout d'un moment, le serveur lui dit, bon ben, vas-y quoi, 10 t'es bien gentil, moi j'ai une capa de 30, je m'ennuie, envoie-moi un peu plus. Donc là, on va passer à vitesse canard, vitesse 30, et donc, il envoie à vitesse 30. Donc là, le client, pardon, il est juste pile poil, quoi. C'est 30, il a une capa de 30, c'est 30, c'est idéal en fait. Je serre un peu les dents, mais peut-être autre chose, mais ça va, quoi. Sauf que, pas de chance, bon, j'ai la flèche juste dessus, un autre événement survient sur le client. Le client, il fait pas que ça, hein. Il a d'autres trucs à faire pendant ce temps-là. Il y a peut-être d'autres invocations, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Et quelque chose d'autre le charge. Et donc, pas de chance, pour traiter ça, il a moins de ressources disponibles pour traiter cet événement-là, pour traiter ça. Donc en fait, sa capacité, elle descend à 20 ici. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que il est de nouveau en galère, quoi. Et donc il va lui dire, trop chargé, j'y arrive pas. Pourtant, juste avant, il disait qu'il s'emmerdait. Donc en fait, là, il va lui dire, je peux plus. Et donc là, on va repasser en escargot. Alors escargot x2, j'aurais peut-être dû mettre un x2. Et donc on va passer à 20. Et donc là, on va envoyer du 20 et puis ça va se passer comme ça. Donc en fait, on a ces flèches de retour, back pressure, back pour le retour et pressure pour indiquer la pression, quoi, la charge qu'on est en train d'emmagasiner. Et donc en fait, les deux vont s'autoréguler, c'est-à-dire qu'en fait, les deux vont s'adapter à une certaine vitesse. Alors si lui, il a un plafond, donc il aurait pu, si lui il avait une capacité de 200, il aurait pu dire autant de fois je m'ennuie. Bon lui il a une capacité de 100, on ne va pas pouvoir faire des miracles, c'est 100, voilà, on va être au taquet. Mais en termes de réduction de charge, c'est très intéressant de produire. Et peut-être que lui il a un turbo, il est en train de monter à 200, je n'en sais rien. Donc cette notion-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle est présente. Donc là on a vu un client, un serveur juste avant, mais en fait on a ça au niveau d'une chaîne. Donc là, admettons avec 4 serveurs, en fait, chacun des serveurs va évoluer et va aller transmettre son info au suivant. Et donc, on va avoir comme ça différents niveaux. Et en fait, toute la chaîne va s'autoréguler. Et on va éviter d'avoir des buffers qui se remplissent pour rien, des surconsommations pour rien, etc. En fait, la chaîne va être, on va dire, plus paisible, mieux dimensionnée d'une certaine façon. Pour que la back pressure fonctionne, il nous faut deux choses. Il nous faut un protocole entre le client et le serveur. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous faites, je sais pas, un appel REST, il n'y a pas de back pressure. Si vous faites du WebSocket, il n'y a pas de back pressure. C'est juste, je peux te parler, moi aussi, voilà. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur comment on dit je suis trop chargé ou je suis pas assez chargé ou ce genre de choses. Et il nous faut des mécaniques internes. Donc il faut que le serveur et le client soient capables en fait de répondre à ces signaux et d'adapter leur mécanisme en conséquence. Donc un exemple, alors il y en a d'autres, hein. Un exemple c'est d'avoir un client, un serveur en Spring Reactor et d'avoir en protocole de communication du AirSocket. AirSocket, donc c'est un protocole qui est assez récent, qui permet de faire over WebSocket, de trimballer les signaux de back pressure. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien, hein, et donc on peut avoir des clients et des serveurs qui comme ça s'autorégulent. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, super, on fait un client, on fait un serveur en Spring Reactor avec du AirSocket et tout, mais pas de bol. Paf, on a une base de données relationnelle
qui est bien impérative, et donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc, parce que là, je t'appelle et puis j'attends, puis un jour j'aurai le résultat de mon select 1000. Donc il faut que toute la chaîne soit réactive pour que ça marche. Si ça coince là, bon bah tout le reste va coincer, on n'aura pas de flux, quoi, hein. Alors il y a actuellement une implémentation particulière qui, je crois, est faite par Pivotal, R2DBC, qui est un client JDBC réactif sur des bases de données relationnelles. Alors jusqu'il n'y a encore pas si longtemps, c'était écrit en gros sur le GitHub, je disais pas ça en prod. Le message a disparu quand je suis allé voir hier, donc voilà. Peut-être un peu jeune encore, mais ça peut valoir le coup d'œil. Alors, il est possible d'avoir une chaîne complètement réactive, hein, en ayant un système de stockage réactif. Alors j'ai mis Redis, mais pour avoir également du Mongo, par exemple, qui a des clients réactifs. Alors ce qui est encore mieux en fait dans Redis, et dans Mongo aussi il me semble, c'est qu'en fait, là dans R2DBC, c'est ici, là, c'est le serveur qui interroge la base de données, elle n'est pas devenue réactive parce qu'on lui a mis un driver JDBC réactif. Elle est toujours impérative. Mais le driver va sans doute mieux gérer le truc pour peut-être utiliser des curseurs ou ce genre de choses pour avoir des requêtes un peu plus rapides et streamer le résultat. Là, quand on fait du Redis ou du Mongo, eux vont être réactifs en fait et vont pouvoir répondre aux signaux de back pressure et donc à leur tour aller fouiller plus ou moins vite dans leurs données et vous fournir la donnée plus ou moins rapidement. Alors le réactif, est-ce que c'est formidable et puis on en saute au plafond ou pas? Il y a aussi des inconvénients. Alors premier inconvénient terrible, alors on les aime pas, on n'aime pas les voir, mais elles sont quand même hyper pratiques et quand vous les avez plus, elles vous manquent, quoi. Ce sont les stack traces. En fait, vous allez en avoir hein, des stack traces, mais en fait ça va être des stack traces de lambda. En fait, ce que vous allez avoir, c'est une pluie de lambda et ça va être horrible en fait pour réussir à comprendre ce qui s'est passé. En fait, là, si je prends un... Alors, j'ai tapé stack trace sur internet, je suis tombé là-dessus. Hein, je n'ai pas réussi à faire ça tout seul. Donc là, il y a un truc qui a planté là, et donc ça a planté là parce qu'il y a eu telle invocation, telle... Et donc on sait que, ah bah tiens, là il y a mon bout de code à moi, et puis tiens, je vais dedans, et puis je vais aller regarder pourquoi ça a merdé, et puis je sais que c'est dans ce bout de code là. Dans du réactif, je dépeins un peu le tableau, mais vous allez avoir, ça a merdé quelque part dans une lambda. Donc vous allez avoir beaucoup de lambda, donc voilà, accrochez-vous. Donc pour répondre à ce sujet, il y a une notion de contexte qui est, j'ai pas pu creuser trop ce point-là, mais il y a une notion de contexte qui est passée entre les différentes invocations. Alors là, encore une fois, je parle sur l'implémentation de Spring Reactor, mais en fait, ils se sont bien rendus compte qu'il nous fallait des informations de contexte. Soit juste, j'invoque une lambda avec des paramètres, ça ne suffit pas. On va savoir dans quelles circonstances elle a été invoquée, à partir d'où, etc. C'est des choses qui nous intéressent. Donc en fait, on a besoin d'informations de contexte. Et alors, j'en ai pas parlé, mais en fait, d'ailleurs c'est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, en termes, tout ça fonctionne avec des threads. C'est-à-dire que le développement réactif, quand ça tourne derrière, ça tourne dans des threads. Sauf qu'en fait, au lieu d'avoir, c'est au fond de ma presse, au lieu d'avoir 20 000 pools de threads, 20 000 threads dans différents pools de threads, en fait, une des propositions, c'est de mettre autant de threads que vous avez de cœurs sur votre machine. Donc en fait, votre serveur Spring Reactor, il tourne avec, sur une machine à 4 cœurs, avec 4 threads. 4 threads, quoi. Alors que habituellement, quand vous bootez votre Spring Boot ou votre JBoss ou ce que vous voulez, c'est plutôt 100, 200, 1000, 4 threads. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ressemble un petit peu aux coroutines. C'est-à-dire qu'en fait, on stocke à côté un contexte et ce contexte, il est repris et remonté rapidement en mémoire dans le thread quand il reprend la main.
Et donc, comme on n'a plus de thread, enfin si, on a toujours des threads, mais en fait, ça n'arrête pas de tourner à toute vitesse, on n'a plus de thread contexte, puisqu'on n'a plus la pile d'invocation. Donc, on a souvent besoin de dire le profil utilisateur, est-ce que le gars il a des habilitations, ou ce genre de choses, et donc ça, vous allez le passer dans votre objet de contexte là. Et donc le debug est vachement plus compliqué aussi, mais bon, ça c'est pas spécifique au développement réactif, c'est spécifique à tout ce qui est gestion d'asynchronisme en fait. Et donc comme tout est asynchrone en réactif, en fait, tout est plus compliqué en fait à développer. Un dernier sujet un peu compliqué, c'est les goulots d'étranglement. En fait, il suffit d'un seul goulot d'étranglement dans votre chaîne pour que toute la chaîne soit pourrie en fait. Parce qu'en fait, ici, vous allez avoir une invocation, enfin subscribe, et puis derrière, lui, il va fournir des données, et puis là, c'est coincé. Et donc lui, il va fournir les données en pavé ou lentement, ou ce genre de choses. Et donc en fait, lui, quand il va dire j'en peux plus ou envoie-moi en plus, en fait, ici, ça va se coincer là, et le reste de la chaîne ne va pas être au courant. Donc en fait, les signaux de back pressure ne vont pas passer, enfin peuvent ne plus passer lorsqu'on a des goulots d'étranglement de ce type-là. Et ça, c'est hyper facile à faire. Les conneries, hein. C'est très facile à faire les conneries. C'est-à-dire qu'en fait, très facilement, on peut faire un bout de code bloquant à la sauce impérative. Hein. Je fais une invocation de fonction, j'appelle un service ou un truc, et donc en fait, je fais mon invocation de service, puis j'attends. Au lieu de dire je fais mon invocation de service et quand j'aurai le résultat, je ferai ça. Et rappelez-vous, vous avez 4 threads, hein, donc si vous attendez sur une invocation, vous avez amputé d'un quart votre puissance. Donc si je résume un petit peu, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Les choses qu'on aime, c'est meilleure utilisation des ressources système. Et pas que les vôtres, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est également celle des serveurs sur lesquels vous allez faire vos invocations. On a besoin de moins de mémoire, on régule mieux les charges serveurs. Si je reprends un exemple avec le lapin et puis le client, niveau dimensionnement, le serveur, si on ne fait pas de réactif, donc il doit aller faire un résultat, il doit produire 1000 réponses d'un coup, et il doit être rapide, puisque l'autre il est en train d'attendre de l'autre côté. Donc en fait, on va lui mettre une super puissance pour qu'il arrive à dépoter sa réponse à fond. Mais il en a quand même 1000 à produire. Donc du coup, on va sizer le serveur très fortement. Donc on va y mettre plein de puissance, plein de RAM, etc. pour qu'il puisse envoyer à toute vitesse. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, il ne va rien faire. On va juste lui mettre plein de puissance pour qu'il puisse répondre rapidement à quelques invocations de service de temps en temps. Avec la notion de back pressure, on a moins besoin de puissance parce qu'en fait, il va commencer à répondre plus rapidement et on va avoir une réponse plus rapidement et du coup, on va pouvoir avoir besoin de moins de puissance pour répondre aussi rapidement la totalité du résultat. Le deuxième truc, c'est un système plus réactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Système plus réactif, c'est qu'en fait, l'ensemble du système va avoir une impression de vitesse. Parce qu'en fait, au lieu d'attendre plein d'appels séquentiels ou en parallèle, mais avec de l'attente entre chaque, en fait, vous allez répondre vachement plus rapidement le premier résultat, en fait. Donc, quand vous faites une recherche, votre premier résultat, il va arriver hyper rapidement sur l'écran de l'utilisateur. Alors qu'en impératif, il faut l'ensemble du résultat pour pouvoir faire la réponse à l'utilisateur. Donc pour gérer ça, généralement on fait de la pagination, mais ça réduit un petit peu le problème et on a de la pagination à gérer. Alors que quand vous faites du réactif, vous avez les événements qui arrivent petit à petit à la bonne vitesse. Donc en fait, c'est plus réactif dans le sens où vous avez votre premier résultat le plus rapidement en fait, et donc on a une impression de vitesse. En négatif, j'ai trouvé principalement ça, alors c'est un peu bateau, et puis du coup c'est plus cher et plus long, hein, parce que c'est plus compliqué. C'est un petit peu bateau, pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est une nouvelle notion. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nos développeurs, ils savent faire des if, des while, des invocations, des choses comme ça. On a l'habitude de faire ça. Comme on a l'habitude de taper sur un clavier QWERTY, on nous met un clavier Bepo, c'est peut-être un peu plus compliqué. Bah, là, c'est pareil. En fait, on a une notion complètement différente, une nouvelle façon d'écrire le code qui, d'une certaine façon, est moins métier. Si vous codez en clean code, ben, vous pouvez presque écrire une histoire. Quand en développement réactif, ben, vous avez des mots-clés obligatoires avec, rappelez-vous, l'indentation qui n'est pas présente, etc., qui est plus difficile à comprendre. Et donc en fait, quand on pourrait atteindre, on peut lire du code avec des fonctionnels ou avec le métier presque, si vous êtes clean code. En réactif, ça va être plus compliqué. Alors là, tu rentres dans le filter, quand le filter n'est pas machin truc, là tu as un subscribe, tel truc, et puis tu as plein de mots-clés, etc. Puis, rappelez-vous la fonction qui fait peur, là, potentiellement pour y en avoir besoin. Donc allez expliquer ça au métier, la petite fonction là. Voilà, donc en fait, il va vous falloir repenser votre façon de développer. Donc c'est quelque chose qui est difficile, hein, de se remettre en question et puis de réapprendre en fait un langage. Et puis les notions de bottleneck là, ça là, c'est hyper facile à faire en fait, hein, de couper la back pressure dans tout votre système. Et si vous coupez la back pressure, franchement, vous perdez un bout énorme de ce que vous avez gagné avec le développement réactif. Donc en fait, c'est hyper facile de mettre ça. Et donc, il faut vraiment bien comprendre ce qu'on fait et invoquer les bonnes fonctions au bon moment. Et la tentation est grande de refaire des if et des while, quoi. J'ai terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Plus fort. Oui. Est-ce que du coup, on va avoir les problématiques de back pressure? Est-ce que ça vaut le coup de partir là-dedans ou bien il faut tout aussi quelque part se mettre en faveur pour que quand il y a les appels réseau, que le protocole de transfert puisse supporter le back pressure? Si on enlève le notion de back pressure, du coup on casse vraiment la chaîne. Est-ce que du coup, l'intérêt que on perd 60% d'intérêt? Alors, la question c'est comment on va faire pour intégrer petit à petit du réactif dans une chaîne entièrement codée en impératif. Et si je reprends encore une fois du Spring, quand vous faites du Spring, en fait, vous avez deux serveurs d'application différents. Vous avez l'implémentation impérative, l'implémentation réactive. Donc on va dire du Tomcat, et puis ils appellent ça Netty, du Netty, qui est basé sur du Jetty, je pense. Hein. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire cohabiter les deux au sein de la même application. C'est-à-dire vous n'êtes pas, merde, tout mon serveur il est en Tomcat, je ne vais pas pouvoir faire du... Si, en fait, vous pouvez tirer Spring Web Flux en plus de Spring Web pour pouvoir commencer à faire du réactif au sein de votre serveur en fait. Donc déjà au sein de votre serveur, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que au lieu on a vu, hein, au sein d'un serveur, on a plein de pools de threads, et donc ça peut être intéressant déjà de faire du réactif entre vos différents pools de threads, permettre de soulager l'impact mémoire et puis la performance de votre machine. Quand on est au niveau application, là en fait, je pense il faudrait faire de la double exposition d'endpoint en fait. Donc tu vas exposer un endpoint réactif avec du RSocket, etc. Et puis un endpoint plus conventionnel avec du REST ou du WebSocket pour le coup, où là tu vas streamer en fait. Donc en fait ton serveur va être réactif, tu vas produire de la donnée en streaming, mais sans pouvoir t'ajuster à la personne d'en face. Sans back pressure. Donc la personne d'en face, lui, va se prendre tout dans les dents et devra bufferiser en fait ce qui va lui arriver ou bien glander si ça lui arrive pas assez vite, quoi.
Et ensuite, quand l'application d'en face sera disponible, enfin voudra mettre en place ça, ce sera déjà disponible et puis vous en bénéficierez tous les deux, quoi. Ouais. Une question, c'est au niveau du réseau, parce qu'avec le système réactif, finalement, il va y avoir quand même pas mal de flux réseau, beaucoup plus que ce que pour en avoir en impératif. Oui. Et du coup, peut-être que les infrastructures, en fait, il faudra aussi les adapter plus tard. S'il y en a beaucoup trop de réactifs, il y aura beaucoup trop de requêtes, et on peut saturer en fait notre réseau comme ça. Alors, ce que tu vas avoir plus, c'est des connexions. Mais en fait, il va rien se passer sur la connexion, si ce n'est peut-être un petit Keep Alive ou un Heartbeat. Et en fait, la connexion, généralement, en tout cas, c'est le consensus aujourd'hui, c'est la connexion ne coûte rien. Donc en fait, tu vas avoir effectivement des subscribes qui vont se produire entre tous tes bouts. Et donc en fait, ils vont être connectés. Et puis, il va passer des choses ou pas dessus. Mais il n'y a quasiment pas d'overhead en fait. Sur la surcharge qui arrive avec du AirSocket par rapport à du streaming, elle est quasiment négligeable par rapport à la payload en fait. Donc si surcharge réseau il y a, ce ne sera pas à cause du réactif. Ça ne va pas être une conséquence du développement réactif. En fait, si je comprends bien, il n'y a pas de c'est du AirSocket, on crée la connexion au départ, on maintient le flux TCP et en fait il est coupé à la fin. Alors je ne sais pas quand le client se déconnecte ou ce genre de choses. C'est ça. La connexion unidirectionnelle est conservée. Donc en définitive, on n'a pas. C'est pas comme si on avait 10 requêtes HTTP qui repartaient Exactement. à chaque fois. C'est ça. AirSocket, c'est over WebSocket. Ouais, d'accord. Voilà. Sur SNCF, on a un REX, du coup on l'aurait mis en place sur un bout de chaîne où aujourd'hui on aurait un REX en prod. Non. Non, donc on a fait plusieurs prototypes de ce genre de choses. Et ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir faire du lien entre différents nœuds. Donc ça, on a fait le test. Alors on n'a pas été aussi loin que ce que j'ai décrit ici, c'est-à-dire simuler de la charge d'un côté, vérifier qu'il demande à l'autre de baisser, etc. Par contre, on a fait des abonnements à l'intérieur d'un seul serveur. Et en fait, ça se fait plutôt pas mal, quoi. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de l'API de streaming, l'API stream en Java, en fait, ça ressemble vachement, quoi. Et donc après, il y a un gros travail de clean code à mettre en place pour que ce soit digeste pour les développeurs et pour que quand on fait une petite application Hello World, ça va bien se passer, hein, mais c'est quand ça devient un peu plus poilu que ça devient compliqué. Donc il y a un gros travail de clean code à mettre en place pour que ce soit digeste pour plus tard, mais en fait ça se fait plutôt bien au sein d'un même serveur. Là où, bon c'est intéressant, mais là où on a vraiment un gros gain, c'est quand on est entre plusieurs serveurs. Donc là on n'a pas de Rex en prod. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup. Merci.